Généralement, quand on parle de sport, on pense à la pratique et à tout ce qui se passe sur le terrain. Et pourtant, on a de nombreux sportifs qui ont montré qu'il était possible d'exceller dans plusieurs domaines à la fois. Ici, on a l'exemple de Mathieu Flamini, qui est un célèbre joueur français. Il a une brillante carrière, il a joué à Arsenal, au Milan AC. Mais il a aussi cofondé GF Biochimical, qui est une entreprise pionnière dans la chimie verte. Avec ses collaborateurs, ils ont développé à l'échelle industrielle l'acide lévulinique, qui est une véritable alternative aux dérivés pétrochimiques. Et en cela, il montre qu'il est possible d'être un athlète de haut niveau, mais aussi d'être quelqu'un de visionnaire et engagé pour cette cause qui est la cause écologique. Alors pour les plus anciens, une légende du football brésilien, Socrate, c'était un footballeur, il a une brillante carrière, mais il était aussi diplômé en médecine. On le surnommait le docteur du foot. C'était aussi un citoyen engagé sur le plan politique, dans son domaine, la médecine, mais aussi sur le plan politique. Et en fait, ça nous montre que développer l'esprit critique, c'est aussi un atout pour pouvoir réussir en dehors du terrain. Et enfin, pour terminer, je ne pouvais pas ne pas citer Serena Williams, qui est considérée aujourd'hui comme des plus grandes athlètes de tous les temps. En plus de ses nombreux tournois du Grand Chelem, elle a une maîtrise en gestion des ressources humaines, une licence en sciences politiques et études à l'université de Georgetown. Aujourd'hui, elle est un véritable modèle de leadership et de résilience pour de jeunes générations. Donc vous l'aurez compris, ces parcours inspirants, c'est ce qui va être le cœur de notre projet, concilier ce parcours sportif d'excellence avec, comme l'a rappelé Madame Chorallet, un parcours scolaire d'excellence. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si c'est un peu utopique, irréaliste. Ce qui est sûr, c'est que c'est ambitieux. Et pour vous convaincre que c'est quelque chose de réaliste, je vais vous demander d'imaginer un ordinateur très puissant, un peu comme cet ordinateur-là, qui est l'ordinateur le plus puissant d'Europe, mais un ordinateur encore plus puissant que celui-là. Donc là, on a cette citation de Stanislas Dehaene, qui est président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Alors c'était en 2018, l'efficacité du cerveau humain reste inégalée, mais il a réitéré en 2024 en expliquant que même le cerveau d'un bébé apprend beaucoup plus profondément que la meilleure des machines. Donc vous l'aurez compris, c'est là qu'intervient ce projet de Coniclass. Parce que ce cerveau-là, pour pouvoir l'utiliser au maximum, il faut en comprendre les mécanismes et le fonctionnement. Et le projet Coniclass, l'apport des sciences cognitives, sont de véritables apports aujourd'hui qui vont nous permettre justement, dans le cadre de ce projet, de donner les outils à ces élèves-là qui vont avoir besoin aussi d'autonomie dans comment apprendre à apprendre, comment apprendre à mémoriser, comment développer leur attention parce qu'ils ont un emploi du temps aménagé, donc ils vont avoir besoin de rattraper leurs cours. Donc tout ça, des compétences qu'ils vont avoir besoin de développer. Et c'est ça le projet Coniclass. Et c'est pour ça qu'on a tenu en tout cas moi que j'ai personnellement tenu à croiser ces deux projets. Je trouve que ça a du sens. Et la Coniclass, c'est une équipe pédagogique d'enseignants qui vont pouvoir justement, à la fois dans les pratiques enseignantes, essayer d'innover, mais aussi armer les élèves de tous ces apports-là. Alors, il y a plein de thématiques sur l'apport des sciences cognitives, le contrôle inhibiteur qui est central, notamment dans le développement des compétences psychosociales. Aujourd'hui, Santé publique France le place au cœur des objectifs éducatifs. C'est en gros pour vulgariser le concept de maîtrise de soi. Il jouerait un rôle plus important que le quotient intellectuel ou même que l'environnement social dans la réussite d'une personne sur le plan personnel, individuel, familial et académique. Donc tout ça, ça s'appuie sur des travaux de la recherche qui sont des données probantes. Moi, j'ai eu la chance de passer le diplôme universitaire en neuroéducation en 2020. Alors, ces apports-là, sur le plan scolaire, ça va les aider, mais aussi sur le plan sportif, savoir comment être attentif dans des situations d'apprentissage. Une autre illustration sur la question de la motivation ou plutôt de la mentalité. Comment cultiver une mentalité d'excellence. Parce que selon les travaux de la recherche, plus qu'une question d'aptitude, ce serait plus une question d'habitude. Et les gens qui excellent dans leur domaine, ils ont un état d'esprit, une mentalité dans les situations d'échec. Ils réagissent d'une certaine façon. Et donc tout ça, ça va être des choses qu'on va pouvoir voir avec eux pour développer justement cette mentalité de croissance par opposition à la mentalité fixe en fait, où quelqu'un dans une situation d'échec va abandonner parce qu'il va associer son échec à quelque chose qui est lié à quelque chose qu'il ne contrôle pas. Lui, s'il y arrive, c'est parce que c'est quelque chose d'inné et donc c'est pas fait pour moi. Juste un tout petit exemple très rapide, un questionnaire que moi j'ai fait avec les élèves sur ce concept-là. En début d'année, j'ai posé cette question. Si on est nul en maths, il y a des chances qu'on le soit toujours.
eh ben, on a 30% des élèves qui pensent que oui, alors que c'est complètement faux. On a un concept en neurosciences qui est le concept de neuroplasticité. On peut être en difficulté à un certain moment de notre vie sur une matière, mais en vérité, si en travaillant, en analysant nos erreurs, on peut tous en fait développer notre potentiel. Donc une petite phrase très connue, celle de Michael Jordan, sur l'échec et l'erreur. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, et c'est pour ça qu'à la fin, il a réussi. Le partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, je remercie particulièrement Franck, parce que si on en est là maintenant, c'est aussi grâce à lui. Et donc on a ce partenariat d'échange. Tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, notamment pour les footballeurs, parce que c'est avec Franck que je suis en contact, je le dis là, c'est pour clarifier ce point avec les parents. J'échange constamment avec Franck, à chaque fois qu'une décision est prise, ou qu'il y a une décision à prendre. D'accord? Donc c'est un partenariat, je le remercie aussi pour sa confiance. On va revenir après sur les engagements, parce que c'est un projet d'excellence. Le projet classe horaire aménagée, c'est le nom institutionnel qui est donné. Eh bien, en France, c'est un projet d'excellence. Qui dit excellence, c'est excellence dans les cours à rattraper, dans l'attitude, le comportement en classe. Et si on n'a pas ça, parce que c'est peut-être un des points les plus sensibles, ça peut faire échouer le projet, le mettre en difficulté, parce que l'année prochaine, les élèves, on ne pourra pas les regrouper dans la même classe. Parce que quand on les met ensemble, ça ne se passe pas très bien. Juste se donner cette ambition, parce qu'il faut y croire, voilà, c'était juste ça. Le lien, c'est que la question de cette ambition, un des premiers déterminants dans notre engagement, c'est déjà d'y croire. Je vous ai expliqué, je vous ai montré que c'était possible avec les aptitudes qu'on a, mais on a aussi des exemples. Donc Asma Bougibar, elle est la première franco-marocaine à avoir intégré la NASA. Là, c'était l'an dernier, mais apparemment cette année, la performance, elle est encore meilleure. C'est l'insolent succès des étudiants marocains qui sont pris à Sciences Po. Donc oui, c'est possible. L'an dernier, je ne sais plus c'était qui parlait de Harvard, Stanford. Il faut avoir cette ambition-là et cultiver cette mentalité chez les plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui illustre un petit peu ce changement de mentalité d'excellence ou ce changement de mentalité qu'il faut avoir. C'est, maintenant, les équipes africaines et à leur tête le Maroc. En Coupe du Monde, il faut compter sur eux, pas que pour se qualifier, mais aussi pour gagner ces compétitions-là. Donc voilà, un dernier point très très important, je pense, parce que c'est important d'avoir un regard critique sur tout ce qu'on présente, mais aussi de le dire aux élèves, c'est que, première chose, tous ces apports de la recherche s'inscrivent dans une idéologie ultralibérale de développement de la performance, de la réussite individuelle. Sauf qu'il y a des apports, il y a des données probantes, et nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, on peut aussi les mettre au service d'enjeux plus importants. Dans un contexte économique et politique instable, former ces jeunes élèves, ces futurs citoyens, à relever les défis de demain qui sont des enjeux d'égalité ou encore du réchauffement climatique. Et la dernière grande nuance, qui est extrêmement importante, je le dis aux élèves ici, c'est que la réussite à un concours, à un contrat professionnel qu'on va signer, elle est souvent corrélée à un certain bonheur ou réussite dans la vie. Et on a de nombreux scientifiques qui montrent qu'en fait, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle l'erreur d'arrivée. Il ne faut pas croire que parce que on a atteint cet objectif-là, ça y est, on va être les gens les plus heureux du monde. Et que bien au contraire, on s'aperçoit, les psychologues montrent que quelques jours après, quelques semaines après, certains tombent dans une espèce de vide, parfois de la dépression. Et ça mène vers un autre biais qu'on appelle le biais de durabilité, qui concerne les sportifs de haut niveau, qui sacrifient toute une partie de leur vie pour décrocher une médaille d'or. Et parfois, quand on les interroge, 48 heures après, tout retombe et tout ce sentiment de joie n'est plus le même. Et le dernier biais, c'est le biais de focalisme, donc ça va vers ce biais-là, c'est le fait de se focaliser sur un seul objectif. Et justement, ici, l'idée, c'est de vous dire non, ne vous focalisez pas que sur une seule chose. Ne sacrifiez pas tout pour ça, vos relations sociales, vos relations humaines, parce que c'est pas ça qui va vous amener vers un bien-être total. Et en fait, ce qui amènerait vers ce bien-être-là, c'est des propriétés émergentes, c'est-à-dire nos relations, nos projets, nos relations humaines, nos liens sociaux, familiaux, nos croyances personnelles. J'ai terminé. L'idée, c'était juste de donner un peu l'ambition du projet. Donc voilà.